Vous écoutez le podcast Photostoria. L'image parle, la voix raconte. Bonjour Laurent, félicitations pour la conférence avant-hier, c'était très sympa. Merci, bonjour. J'aime bien commencer avec une question qui n'a pas grand-chose à voir avec la photo. Thomas Pesquet, il est sympa? Oui, il est sympa, il est un peu désarmant parce il paraît tellement à l'aise dans tout. Que je l'ai fait plonger une fois avec un sous-marin. J'avais l'impression qu'au bout d'une demi-heure, il aurait pu piloter le sous-marin tout seul. Je l'ai vu regarder un peu partout dans le sous-marin, pim-pam, les boutons, les machins, les manettes. Je voyais dans ses yeux qu'il comprenait très vite tout, quoi. Donc il a ce côté très impressionnant d'apprentissage ultra rapide de tout cela. Il se trouve qu'à l'époque, sur ce bateau, on était avec un équipage russe et tous les cosmonautes ont des notions de russe, de la langue russe. Et donc j'avais annoncé au pilote, j'ai dit tu pourras peut-être parler russe, il y a un cosmonaute français qui arrive, normalement il parle un peu russe. Et j'ai vu que les gars étaient un peu sceptiques, le russe ça reste une langue très complexe. Et l'un des pilotes qui était très avare de compliments d'une manière générale est venu me voir en me disant mais il a appris quand le russe, parce qu'il le parle couramment. Et donc j'étais allé voir Thomas pour lui dire mais t'as appris comment? Il me fait quand on est à l'ESA, on nous donne des notions. Mais bon, comme moi je voulais être cosmonaute, j'ai commencé à apprendre le russe quand j'étais gamin. Le gars, il avait de la suite dans les idées, il savait ce qu'il voulait et le cerveau qui allait avec. Donc moi ça m'a plutôt impressionné. Et à côté de ça, très cool, très sympa, très curieux, énervant quoi, énervant. J'avais quelques questions sur la biodiversité, les fonds marins, la plongée, mais vous avez répondu à toutes mes questions, donc je vais passer directement à une série de questions sur la photographie. Vous dites que ce n'est, dans la conférence que j'ai entendue avant-hier, vous dites que ce n'est pas la beauté seule qui compte, mais le fait de se sentir impliqué. Je sais pas si j'ai exactement dit ça, mais ce que je sais, c'est que mon ambition, c'est peut-être naïf, c'est que j'aimerais que quand on regarde mes images, on se dise pas juste waouh comme c'est beau. Alors vraiment ça m'apporte aucune satisfaction, cette réaction. Moi ce que j'ai envie qu'on dise c'est mais qu'est-ce que c'est que ce machin là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais c'est où ça, mais c'est tellement bizarre, et que la photo n'engendre que du questionnement, voilà, de la fascination et du questionnement, mais pas la dose de plaisir que la beauté en général engendre, comme quand on voit un joli mec ou une jolie fille dans la rue, quoi. Non, pas ça, quelque chose d'autre, quelque chose qui nous qui touche à l'inaccessible, à l'incompréhensible. Et parce que j'ai la conviction qu'il n'y a que ça aujourd'hui qui peut encore entraîner un peu de respect, quand on est devant quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas, et qui nous sidère, qui nous fascine. Voilà, c'est très ambitieux, mais c'est ce que j'aimerais qu'il se passe quand on regarde une de mes photos. Tu parles du Sélincante comme d'un Graal, mais au fond, c'est quoi pour toi la vraie beauté d'une image? Je viens de le dire, c'est que ça soit autre chose qu'une histoire d'esthétique, de courbes et d'harmonie des couleurs, que ce soit plutôt une interrogation sur la réalité même de cette image. Moi, ça me plaît pas mal quand on dit mais ça c'est réel, voilà. Alors là quand devant une photo de la nature, je fais pas des photos dans des studios et qu'on se pose la question si tout ça est bien réel, alors là c'est gagné, c'est parce que on vient de révéler quelque chose qui était sans doute inconnu pour cette personne jusque-là. Voilà, moi c'est cela qui m'intéresse. De toute façon, je pense que je n'aurai ni le talent ni la patience pour être confronté à quelque chose de bien connu. Je sais pas moi, un magnifique dauphin, une sublime baleine à bosse, et qu'on me dise allez, fais preuve de ton talent, si tant est qu'il y en ait, et vas-y, sublime cette baleine par une photo. Je pense que je ferai rien de bon. Voilà. Il y en a tellement eu des belles photos de baleines, puis il y en a tellement eu tout court. Moi, là où je vais avoir une énergie parfois sans limite, c'est quand je suis devant quelque chose qui est pas connu, que moi-même je découvre,
alors là oui, je peux... c'est sans doute là que je suis le plus concentré et que je vais essayer de donner le meilleur du peu de temps qui m'est autorisé dans cet univers qui, au final, quand même, n'est pas le nôtre, hein, et où mon temps est forcément limité. J'ai une série de questions récurrentes dans le podcast. Si tu ne devais garder qu'une seule photo, laquelle ? Peut-être mon petit gobi d'Andromède à la sortie de mes études, ce petit poisson de 3 cm photographié à Bagnols-sur-Mer, qui a donné le nom à ma société. Et si on lui a donné ce nom, c'est parce que dans ce petit poisson, le gobi d'Andromède, se logeait un espoir très important pour le gamin, ou l'étudiant que j'étais. C'est-à-dire, j'avais pas de doute sur le fait que je vivrais ma passion toute ma vie. Je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Mais j'avais de grands doutes sur le fait de vivre de ma passion. Et parce que j'avais photographié ce poisson-là, au nez et à la barbe d'une communauté de plongeurs et de chercheurs du laboratoire Arago à Bagnols, naïvement, je me dis, ça c'est la preuve que c'est bon, quoi, que tu peux y arriver. Alors peut-être cette photo-là a été très décisive, celle du gobi d'Andromède. Est-ce qu'il y a une photo que tu regrettes de ne pas avoir prise ? Ah oui, celle des requins pèlerins, quand j'étais adolescent, à la fin de l'adolescence, au large de chez moi, entre Carnon et Sète. Nous étions en train de chercher une épave au mois de mars, donc en hiver. Mais le temps était il faisait pas beau, il faisait gris, mais il n'y avait pas de vent, la mer était lisse, parfaitement lisse. Et je dois avoir 17 ans, et je n'ai jamais rien vu d'autre que des petits crabes, des seiches et des pieuvres, hein, jusque-là. Je plonge depuis longtemps, je suis moniteur de plongée, mais enfin, j'ai pas vu grand-chose. Et tout à coup, autour de notre bateau, des requins pèlerins dont le plus petit faisait 5 ou 6 mètres. Il y en avait une dizaine, et ça a été un moment d'une émotion. C'est-à-dire quand on tombe sur quelque chose qu'on ne cherchait pas, de taille gigante, tout à coup j'étais dans les documentaires du commandant Cousteau. J'avais passé ma vie à faire semblant d'y être, mais là d'un coup j'étais convaincu d'y être cette fois-ci. Et j'avais pas d'appareil photo. Je suis resté 3 heures dans l'eau avec eux au mois de mars, à m'accrocher sur leur dos, à observer tout ce qu'ils avaient autour d'eux. C'était pas juste des animaux géants, c'était des écosystèmes. Il y avait des poissons pilotes, des sangsues, il y en a un qui traînait un filet de 40 mètres derrière lui. C'était fascinant. Et quand je suis rentré, j'ai raconté ça, évidemment. J'étais pas moins bavard à l'époque que je le suis aujourd'hui. Et je voyais dans les yeux du scepticisme. Je voyais que personne ne croyait cette histoire, en fait. À part ceux qui l'avaient vécu avec moi, on était quand même 3. Et je me suis dit, plus jamais sans faire d'image, quoi. C'est pas possible. Ce que l'on vit est trop incroyable au sens propre. Il faut le montrer. Voilà. C'est la photo que j'ai pas fait. Les requins pèlerins au large de Sète. Quelle est, selon toi, la force unique de la photographie face aux autres médiums ? C'est la force de l'instant. Et je trouve que du coup la photo sous-marine est peut-être encore plus légitime que les autres. C'est-à-dire que la photo sous-marine, c'est quand même aller ramener un témoignage, un instantané d'un endroit où on ne peut pas s'installer durablement, où on reste des primates dépourvus de branchies. Donc cet univers sous-marin, n'en déplaise aux apnéistes qui nous parlent d'harmonie, de fusionner avec le milieu et autres mysticismes un peu naïfs parfois, c'est pas pour nous. On meurt de froid très vite ou de noyade très vite. Alors la photo sous-marine, je trouve qu'elle a cette légitimité d'aller figer pour l'éternité des endroits, des créatures qu'on ne peut qu'aller apercevoir rapidement. Et une dernière question. Un photographe à me conseiller pour un prochain épisode de mon podcast ? Un photographe à te conseiller... J'en suis beaucoup sur Instagram, beaucoup trop d'ailleurs. Est-ce que c'est un photographe terrestre ou un photographe... Peu importe. Oh, là, je suis pris de court quand même. Si, il y a Thomas Pesquet. Ah oui. Si je dis Thomas Pesquet ou Vincent Munier, il n'y a pas besoin de moi pour... voilà. Non, mais il y a un photographe écossais qui fait des photos marines, sous-marines, qui me fascinent, mais j'ai oublié son nom.
Donc c'est toi qui le diras une fois qu'on l'aura retrouvé C'est dans ça. ton podcast. Tu diras C'est son ça. nom et j'ai honte de l'avoir oublié. Et je trouve fascinant la qualité de ces images. Vous me ferez une petite voice avec le nom du photographe. et peut-être même une petite liste. Il y en a, voilà, ils n'ont pas des milliards de followers sur leur compte, mais moi je suis toujours un peu bluffé par ce qu'ils sortent. Donc je préfère une petite liste. J'ai un problème avec les noms. Je retiens mieux leurs œuvres que leurs noms. Merci beaucoup.